afin de vous présenter donc une solution qui, je l'espère, vous permettra de renforcer la sécurité de tous vos usages. Dans un premier temps, on va présenter très rapidement qui nous sommes, donc Artemis et Yubico, et derrière, vous aurez donc une présentation de la solution avec derrière des use cases et à la fin, si vous le souhaitez, la possibilité de poser des questions. Stéphanie, est-ce que je veux bien avancer le slide, s'il te plaît? Voilà. Donc, seront présents donc Tony, qui lui gérera plutôt la partie intégration de la solution. Je fais rentrer Stéphane Adam et Fabrice qui représente donc Yubico sur la partie France. On va donc commencer par la présentation de l'entreprise Artemis. S'en suivront donc derrière les enjeux d'authentification, la présentation de la solution Yubico et derrière un use case et bien entendu la possibilité de poser des questions. Donc Artemis, vous nous connaissez quasiment tous. Donc aujourd'hui, Artemis, on va plutôt présenter la brique Infra and Cloud, celle sur laquelle on est présent aujourd'hui puisque c'est l'entité qui gère tout ce qui va être les solutions autour de l'infrastructure et donc l'authentification et la sécurisation. Mais bien entendu, le groupe Artemis, c'est aussi la partie RKTM pour la partie réseau sécurité, la partie Amantech pour tout ce qui est accompagnement autour des études et développement, et Artemis négoce pour tout ce qui est vente de matériel et licences. Très rapidement, donc comme vous le savez, pour une grande majorité d'entre vous, le groupe Artemis, c'est 30 ans d'existence, plusieurs implantations, donc Paris, Rouen, Le Havre et depuis le début de l'année, Lyon. La présentation mériterait une petite mise à jour, donc on va la rajouter, mais aussi 2 centres de services. Certains d'entre vous font appel à Artemis sur la partie infogérance et donc le savent. On a effectivement les centres de services de Rouen et de Paris pour répondre aux attentes de nos clients sur la partie hybride. Voilà. Donc effectivement, le groupe, c'est aussi 6 pôles d'expertise, comme je vous le décrivais en introduction. Artemis, donc Artemis Paris, qui couvre la partie infra, cloud et DevOps, mais aussi la partie end user services, qui ne figure pas sur cette, enfin juste en dessous, et puis les autres entités qu'on vient de vous présenter. Voilà. Stéphanie. Donc là, on rentre dans le descriptif de chaque entité. Je ne vais peut-être pas décrire toutes les entités, mais très rapidement, donc sur le pôle infrastructure and cloud, eh ben, on va être capable de vous accompagner pour tout ce qui va être conception et présentation d'infrastructures et autres. Et du coup, la partie user services, tout ce qui va graviter autour du poste de travail, du support jusqu'à l'ingénierie du poste de travail. On a sur le site de Rouen la partie BI et Big Data, la partie RKTM pour tout ce qui est réseau sécurité, la partie Amantech pour tout ce qui est accompagnement MOA, MOE, et la partie négoce. Toutes ces entités peuvent intervenir aussi bien en assistance technique qu'en projet ou en infogérance. Stéphanie. Donc le groupe, pour l'année dernière, c'était 500 collaborateurs avec environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc Artemis, c'est un groupe, c'est 5 marques, c'est 6 pôles d'expertise. C'est une progression à 2 chiffres sur les 3 dernières années. Et pour l'année 2020, malgré le Covid, on ambitionne toujours d'atteindre les 53 millions d'euros de chiffre d'affaires en essayant de recruter 170 collaborateurs pour atteindre le staff de 550 collaborateurs. Stéphanie. Du coup, donc Artemis, en 30 ans, a su se réorienter, traverser les crises, et pour ce faire, se diversifier sur les différents secteurs dans lesquels elle intervenait. Historiquement, donc Artemis, c'est plutôt tout ce qui va être le monde de la banque et de l'assurance, mais au fil du temps, on s'est beaucoup diversifié pour être présent aujourd'hui dans quasiment l'ensemble des secteurs économiques qui sont aujourd'hui donc représentés sur ce slide. L'ensemble de ces clients sont des clients actifs au moment où on se parle, en AT, en projet, en infogérance ou autre. Stéphanie. Du coup, on arrive à l'écosystème technologique aujourd'hui porté par le groupe Artemis. Vous reconnaîtrez pas mal de logos. Ces logos couvrent le périmètre d'Artemis, mais également d'Arkatem. Donc aujourd'hui, nous, Artemis, on est partenaire Gold, mais on essaye d'avoir une approche solution
pour pouvoir proposer à nos clients les meilleures solutions technologiques. Donc effectivement, on s'appuiera beaucoup sur le monde Microsoft. Néanmoins, on est amené régulièrement à faire, enfin, nos collaborateurs font de la veille technologique pour pouvoir aller dénicher le bon produit qui va permettre de rendre le service à nos infrastructures. Et justement, dernière pépite trouvée par les opérations, la solution Yubico qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour ce faire, je passe la main à Fabrice. Merci Hassan, bonjour à tous. Merci de votre présence. Je tiens à remercier aussi du coup Artemis de nous donner l'opportunité de, voilà, au moins de vous permettre de faire si ce n'est de la veille technologique ou peut-être d'en savoir plus sur notre solution, puisque vous avez peut-être des projets d'authentification à court ou moyen terme à l'étude. L'idée, c'est qu'on a une faible visibilité finalement sur le marché français puisqu'on existe depuis 2 ans. Mais on a une vraie approche disruptive sur finalement un marché qui est assez stagnant. On s'aperçoit que la plupart des solutions qui existent n'ont pas évolué depuis un certain temps. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner une overview un petit peu du marché, des tendances, et puis derrière, pour reprendre l'agenda, c'est de vous donner une vision sur quelques intégrations. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau sur le chat. On tentera d'y répondre si possible en live ou éventuellement reprendre les questions à la fin de la session. Yes, Stéphane, super, génial. Donc juste, déjà en introduction, je pense que c'est important de remettre en perspective finalement l'authentification multifacteur. Pourquoi? Puisque finalement, on est dans un monde de plus en plus technologique. J'aime bien les photos là, que vous voyez sur la slide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais aujourd'hui, on a la capacité maintenant d'ouvrir son appartement avec uniquement un code. On a la possibilité d'ouvrir son véhicule avec un smartphone et au cas où on oublie son smartphone, on peut l'ouvrir avec un code. La question est assez simple. Si quelqu'un est derrière votre épaule et récupère vos codes, du coup, il a accès potentiellement à votre appartement, votre véhicule. Du coup, la question se pose, je suis devant un distributeur. Pourquoi est-ce qu'on utilise une carte bleue pour retirer de l'argent? C'est parce qu'un code ne suffit pas. Et donc, c'est tout l'enjeu de Yubico, c'est de permettre finalement de sécuriser ou de rendre de plus en plus difficile la tâche pour des hackers, d'usurper votre identité sur vos outils professionnels et donc d'ajouter une clé physique à vos identifiants mots de passe dans tous vos usages, dans tous vos environnements ou vos applications professionnelles. Donc voilà, je pense que c'était important de remettre ça en perspective pour démarrer la présentation. Alors là, vous avez j'ai envie de dire l'évolution des protocoles d'authentification. Pour certains d'entre vous, vous les connaissez peut-être très bien. Je pense que c'était important de le remettre dans le contexte. Évidemment, on remonte à l'origine, du coup, à la naissance du login password dans les années 60. C'est encore aujourd'hui une des solutions les plus utilisées, hein, ça représente à peu près 50% du marché. C'est important de comprendre qu'évidemment, ça ne représente pas de conduite du changement pour autant, c'est assez peu sécurisant et ça peut être un vrai coût au sein des entreprises. Il y a une étude Microsoft qui est sortie là-dessus récemment, puisqu'évidemment Microsoft emmène l'écosystème vers le passwordless, donc le code PIN statique, qui évite au helpdesk et au support IT de renouveler en permanence des mots de passe que les utilisateurs auraient perdus ou qu'on doit renouveler pour des politiques de sécurité. Donc ça, c'est vraiment la base de l'authentification. Dans les années 80, on a vu apparaître le protocole Smart Card, que certains d'entre vous utilisent peut-être ou que vous avez déjà en tout cas rencontré. Évidemment, très sécurisant, pour autant assez peu développé et répandu pour une raison simple, c'est que l'expérience utilisateur est assez complexe et que finalement, quand on a une expérience utilisateur j'ai envie de dire, qui est gênante ou qui est pénible, les utilisateurs ont tendance à plutôt essayer de contourner ce moyen d'authentification. Il y a une autre raison aussi qui fait que le smart card se développe de moins en moins, c'est que vos laptops finalement n'ont plus les bonnes connectiques pour supporter du smart card. Donc si on doit commencer à installer des adaptateurs sur les laptops pour pouvoir faire de l'authentification sur du smart card, ça devient un petit peu complexe. Dans les années 90, on voit apparaître les premiers protocoles OTP, notamment avec des clés type RSA, mais aussi avec de l'authentification sur du téléphone portable, donc avec un mot de passe à usage unique.
Vous connaissez tous ce process. Quand on paye en ligne aujourd'hui en carte bleue, par exemple, ça peut arriver qu'on reçoive un mot de passe du coup par téléphone, par SMS, qu'il faut recopier sur l'application où on est en train de payer pour s'assurer que il y a bien le code qu'on a utilisé, mais il y a bien aussi la possession physique du téléphone qui rassure sur l'identité de l'utilisateur. Aujourd'hui, l'essentiel du marché de l'authentification forte est basé sur ces solutions. Ce qui est intéressant dans ce graphique, je pense, c'est de comprendre que si les menaces ont énormément évolué depuis les années 90, pour autant, ce type d'authentification n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'en termes de sécurité, il y a un gros retard par rapport aux menaces qui sont d'actualité. On arrive en 2014. Alors, je vous donnerai après plus de vision sur la naissance de Yubico qui remonte à 2007, mais Yubico a réussi à faire finalement, à se rapprocher des géants de la tech, que sont Google et Microsoft et maintenant Apple, en co-rédigeant les protocoles les plus récents d'authentification, que sont FIDO-U2F, qui est à la base co-rédigé avec Google, et maintenant FIDO2, qui date qui date de 2018. Ces protocoles-là sont reconnus par le W3C, qui est l'institut qui finalement valide et entérine les protocoles les plus sécurisants, les plus modernes et finalement les bonnes pratiques du web. Et aujourd'hui, l'Alliance FIDO2 a été rejointe par Apple, je crois, ça date de cet hiver. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les éditeurs ont dans leur roadmap le support de FIDO2, que ce soit des constructeurs ou des éditeurs, et finalement l'authentification forte de demain se fera avec des protocoles FIDO, U2F ou FIDO2. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu en perspective d'où on vient, où on va tous en termes d'authentification. Et voilà, je pense que c'était important de vous donner cette vision-là. Stéphanie, tu peux. Yes, merci beaucoup. Alors, on n'a pas la chance d'être encore au Gartner, puisqu'on est apparu assez récemment sur le marché, j'ai envie de dire sur le marché français. Et je pense que cette petite grille, c'est juste pour donner un petit peu une vision de comment on se positionne sur ce marché de l'authentification forte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un équilibre qui est complexe et subtil à trouver pour les éditeurs de ces solutions entre le niveau de sécurité et l'expérience utilisateur et donc la facilité de déployer la solution au sein des entreprises. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que la vision d'Ubico, ça a été, puisque les solutions ne semblaient pas énormément évoluer depuis le smart card et l'OTP, c'était d'apporter le même niveau de sécurité finalement qu'une smart card, mais dans un device USB qui serait finalement utilisable pour tous, puisque tout le monde est capable de plugger une USB dans un ordinateur ou de taper en NFC un smartphone pour s'authentifier. Donc, ce qui nous différencie là sur ce marché, c'est qu'on a, alors pardon, j'ai pas eu le temps de traduire du coup les petits symboles sur la droite, mais il y a un élément sécurisé au sein de la clé qui est EAL6+, critère commun. On a, selon les protocoles de l'échange de clés asymétrique, et Yubico a breveté finalement ce qu'on pourrait appeler le bouton de présence, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de mettre son identifiant, son mot de passe et de mettre la clé, il faut aussi toucher la clé pour assurer sur une présence humaine de l'utilisateur. La raison est simple, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'identifiants mots de passe qui traînent sur le web ou sur le dark ou sur le deep web. Aujourd'hui, ce ne sont plus des hackers qui essayent d'usurper votre identité, ce sont des bots qui rejouent à distance vos identifiants mots de passe de façon programmée et industrielle. Donc, ça donne lieu à énormément d'attaques, d'intrusions au sein des entreprises. Voilà, je pense qu'on peut passer cette slide. Quelques statistiques, parce que c'est toujours important de remettre aussi un petit peu le contexte. Alors, ça date de 2019, je ne vous cache pas que, évidemment, avec le contexte récent de Covid et avec énormément de travailleurs qui se sont retrouvés à accéder au système d'information depuis leur domicile dans des conditions parfois qui n'avaient pas été, j'ai envie de dire, éprouvées ou en tout cas sécurisées en amont. Les stats ont certainement augmenté très récemment, mais sur les 5 dernières années, on constate, et c'est un rapport d'IBM 2019, que les attaques de type phishing ont augmenté de 105%. Et le chiffre, je pense, qui fait un petit peu peur sur la slide à gauche, c'est qu'une entreprise sur 3 risque de connaître une fuite de données dans les 2 ans à venir. Tu peux passer la slide, Stéphanie, s'il te plaît. Ce qui est important maintenant de comprendre, c'est que si une entreprise sur 3 va connaître une fuite de données dans les 2 ans à venir, l'essentiel de ces fuites
et de ses attaques vont provenir à 80% d'identifiants volés, donc d'usurpation de compte, pour une raison très simple, c'est que le phishing, c'est devenu la méthode de hacking la moins chère, la moins onéreuse, et surtout qui a le meilleur taux d'efficacité. Donc ça, c'est encore une fois, alors c'est des stats de Verizon 2019. Euh, voilà, je vous laisse méditer sur ces statistiques, mais je pense que c'est important de l'avoir en perspective. Merci Stéphanie. Donc, on va vous donner une petite overview d'Ubico. Du coup, hein, je l'ai déjà dit en intro, mais si on a une grosse notoriété, j'ai envie de dire des populations techniques, puisqu'on a beaucoup d'ambassadeurs Ubico au sein des entreprises qu'on rencontre ou chez nos partenaires. Beaucoup de gens utilisent les clés Ubico de manière personnelle ou professionnelle depuis des années. Pour autant, l'ouverture du marché français date d'il y a moins de 2 ans, je crois, 1 an et demi, pour être précis. Euh, donc, je remercie encore Artemis de nous donner l'occasion voilà, de vous donner de la visibilité sur Ubico. Donc, Ubico est une entreprise suédoise qui a aujourd'hui des headquarters à la fois à Stockholm, mais aussi à Palo Alto pour s'être rapproché des géants de la tech. Euh, c'est à peu près 250 employés dans le monde, sur une dizaine de pays, et aujourd'hui des millions de YubiKeys en fonctionnement dans énormément d'entreprises différentes, tous segments et tous verticaux confondus. En vrac, parce que voilà, on ne pouvait pas mettre évidemment les logos de tous nos clients, mais on a essayé de mettre ceux qui étaient les plus pertinents sur le marché européen. Mais évidemment, Google est notre plus grand client mondial. Ils utilisent nos clés depuis quelques années et il n'y a pas un seul utilisateur de Google qui accède au système d'information sans utiliser une YubiKey. Mais on a des références intéressantes en Europe, notamment, vous les voyez en bas de la slide, je pense au CERN, je pense à une solution d'identification des citoyens en ligne qui est gov.uk, des assureurs comme Aviva, voilà, dans le monde de la santé comme Novartis. Enfin, voilà. Je, je, je vous donnerai une meilleure vision du sujet, mais là, évidemment, on affiche des gros logos. Aujourd'hui, on a une solution qui a un rapport, j'ai envie de dire, sécurité, expérience utilisateur et coût d'acquisition qui fait qu'on a aussi une énorme percée, même dans un monde plutôt mid-market. On a des mairies, des collectivités, on a des industriels, on a des entreprises de taille beaucoup plus raisonnable aussi qui commencent à déployer nos clés au sein de leurs entreprises. Voilà, je te remercie. Si tu peux passer la slide, Stéphanie. Alors, cette slide-là, finalement, est la plus importante pour comprendre, finalement, maintenant que vous avez vu qui était Ubico, qu'est-ce qu'on vend? Ce qu'on vend, c'est simplement une clé. Vous voyez qu'on a développé plusieurs formats de clés, évidemment, pour répondre à tous les cas d'usage ou à tous les devices ou à tous les types de connectiques que vous pouvez avoir au sein des entreprises. Euh, la clé qu'on déploie le plus est celle qui est tout à gauche sur la slide. Donc, c'est la YubiKey 5 NFC. Elle embarque tous les protocoles que vous voyez à gauche. Ce sont uniquement des protocoles open standard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment dire, l'intérêt de la YubiKey, puisqu'on est finalement que 250 dans le monde, on ne peut pas se permettre de faire du lobbying auprès de tous les éditeurs ou tous les constructeurs pour qu'ils rendent leur solution compatible avec notre clé. C'est notre clé qui est basée sur des standards ouverts, donc que ce soit du smart card, de l'OTP ou des protocoles plus modernes comme FIDO2 ou FIDO-U2F, ils sont déjà embarqués nativement au sein de la clé et ils vous permettent de répondre finalement à l'hétérogénéité des use cases, des devices, finalement des usages que vous avez au sein de l'entreprise. Si je peux prendre un exemple tout simple, on a probablement des administrateurs qui vont travailler dans un environnement Linux, on peut avoir des graphistes qui vont travailler sur des Mac, on peut avoir des populations nomades qui vont avoir accès essentiellement à la data à travers des solutions cloud et en mobilité. Et finalement, la YubiKey 5 NFC permet du coup de répondre à tous ces cas d'usage, puisque elle va, avec une seule clé, vous permettre finalement, selon les protocoles, d'adapter l'usage de la clé et de répondre de manière forte aux problématiques d'authentification sur toutes ces briques. Donc voilà. N'hésitez pas, je vois aucune question dans le chat, hein, n'hésitez vraiment pas à intervenir hein, si vous avez des questions. La proposition de valeur de Yubico, finalement, vous l'avez un petit peu entreaperçu en amont, c'est le retour d'expérience de nos utilisateurs. S'il y a bien un sujet sur lequel Yubico ne fait pas de compromis, c'est la sécurité.
Il y a quelque chose qu'on ne peut pas encore afficher officiellement, mais on a une CSPN qui est en cours auprès de l'ANSSI. On a donc un crypto EAL6+ au sein de la clé, donc qui est critère commun, donc qui est quand même le plus haut niveau de sécurité au niveau de l'Europe. On propose de l'échange de clés asymétriques. On est vraiment comment dire, une défense la plus efficace par rapport au phishing, qui est aujourd'hui voilà, un vrai fléau au sein des entreprises. La simplicité, pourquoi? Tout simplement, si vous n'avez pas une solution simple à déployer au sein des entreprises, et je pense que tous les gens qui sont sur ce call en sont conscients, la plus grosse difficulté finalement, c'est la conduite du changement. C'est finalement l'adoption freinée par les populations ou par les utilisateurs, puisque voilà, ils veulent finalement, ils ne veulent pas modifier leurs habitudes. Aujourd'hui, YubiKey, c'est juste une clé qui est attachée à son porte-clés, par exemple, et qui permet vraiment de s'authentifier de façon forte dans tous les use cases, en n'ayant finalement aucune compétence informatique. Je vais juste plugger ma clé en USB au moment où je m'authentifie sur mon device. Et il y a honnêtement pas, comment dire, assez peu de solutions qui soient aussi simples sur le marché. En termes de stabilité, parce que c'est un des points aussi névralgiques hein, du sujet, il faut une clé, il faut une solution qui soit robuste, stable, qu'il n'y ait pas de désynchronisation. Par rapport à une authentification, typiquement sur un téléphone portable, je veux pouvoir me connecter même en mode offline. Je ne veux pas être dépendant du réseau, de batterie ou finalement même d'une désynchronisation de mon moyen d'authentification, puisque c'est une perte de productivité pour l'entreprise. Hein. Je vais avoir des utilisateurs qui peuvent à un moment ou à un autre ne plus avoir accès à leurs outils, ou on va être obligé probablement de dégrader le niveau de sécurité autour de l'authentification pour leur permettre d'accéder aux outils. Donc c'est un peu voilà, ce sont les trois piliers de la solution. Finalement, ça conduit à quoi? Ça conduit à un retour sur investissement très attractif pour les entreprises, puisqu'on pourra vous donner des éléments de pricing à la fin de la présentation ou lors des questions-réponses, mais on a un ratio qui est très efficace en termes finalement de sécurité, d'expérience utilisateur et de coût d'acquisition. Contrairement à certaines solutions concurrentes, on n'a absolument pas de maintenance, d'infrastructure, de batterie associée. Donc en fait, on vend une clé qui répond à énormément de use cases. Et derrière, finalement, c'est la capacité pour les entreprises de se projeter financièrement dans la durée sur l'acquisition de cette solution. Pour compléter ce que dit Fabrice, ce qui est important aussi à savoir, c'est que parmi les clients avec lesquels on travaille aujourd'hui, beaucoup avaient décidé d'abandonner ou de ne pas aller sur la sécurité par authentification et ont finalement, grâce à la simplicité et à toute cette notion prise avec la YubiKey, décidé d'implémenter une solution de ce type. Et tout ça est lié notamment à l'investissement nécessaire, mais également à la facilité de déploiement et de gestion de la clé, notamment sur tout ce qui est FIDO, puisqu'aujourd'hui, l'utilisateur tout seul peut se débrouiller, par exemple sur de l'Office 365, à intégrer sa YubiKey. Donc c'est tout l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi permettre à des entreprises qui avaient la crainte de la difficulté par rapport à l'authentification, de mettre en œuvre ces solutions pour renforcer la sécurité de leur environnement. C'est top. Stéphanie, si tu peux passer la slide. Merci Tony de ta précision. Finalement, mieux qu'une slide marketing, je vous parlais de retour d'expérience de client, l'étude de cas de Google qui est client depuis 2013 est assez frappante. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google utilisait de l'authentification par one-time password, donc par authentification sur les téléphones portables. Ils ont été sujets, ils ont subi un certain nombre d'attaques de type phishing. Bon, on se doute que, évidemment, Google étant une entreprise qui a quand même une influence et finalement un risque d'être attaqué assez régulièrement et était sujet à ce type d'attaque. Donc, ils ont décidé de déployer la clé au sein du groupe depuis 2013. Aujourd'hui, on aura vendu pas loin d'1 million de clés. Tous les utilisateurs ont une clé pour s'authentifier et une clé de backup. Pourquoi? Parce qu'en cas évidemment d'oubli ou de perte de la clé, ils ne peuvent pas se permettre de dégrader le niveau de sécurité autour de l'accès aux données. Donc, le résultat finalement de ce déploiement et après 7 années d'expérience côté client, c'est aucune attaque de type phishing, donc aucune usurpation de compte, une réduction des coûts support d'à peu près 90% par rapport finalement au coût
de la gestion du multifacteur qu'ils avaient avec l'OTP, puisqu'il y avait de la désynchronisation, il y avait des oublis, des pertes de téléphone, et ça représentait finalement une charge qu'ils ont réussi à chiffrer par rapport à ces coûts-là. Des logins de plus en plus rapides, puisque en fait, j'ai juste branché une clé plutôt que de déverrouiller un téléphone, d'aller chercher un code, de le recopier, etc. Donc, ils ont constaté qu'ils gagnaient en productivité avec la solution. Et ce qui est important, c'est que voilà, il y a eu zéro échec d'authentification et aucun verrouillage de compte. Donc, pas de perte d'accès aux outils. Donc voilà, ça c'est important de remettre ce cas d'usage en perspective. Je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît, Stéphanie. Merci beaucoup. Voilà, on va vous donner quelques visions maintenant des use cases, des cas d'intégration que vous pouvez rencontrer. On a un fort partenariat avec Microsoft 365. Donc, évidemment, vous verrez qu'on a une pléthore de compatibilité avec un certain nombre d'applications et de solutions en ouverture de ce chapitre, mais on a une grosse campagne de communication autour de 365 puisque c'est une solution qui est largement répandue. L'idée, c'est que voilà, finalement, je veux dire, la valeur perçue de notre solution autour de Office, c'est vraiment ça. Donc, c'est une sécurisation par rapport au phishing et à l'usurpation de compte, une expérience utilisateur simplifiée, juste entre parenthèses, dans un environnement FIDO2, passwordless, on peut très bien aussi envisager ou imaginer des cas d'usage où je suis dans un monde retail ou dans un monde médical et j'ai besoin que mes utilisateurs juste se connectent, juste en connectant leur clé, en touchant la clé, plutôt que de taper un code PIN. Donc c'est aussi la capacité à répondre à des use cases où il faut se loguer de façon très rapide et sécurisée. Et on a, comme le disait Tony sur la slide précédente, dans certains cas avec FIDO2, une réduction des coûts qui est assez optimale côté client final, puisqu'il va être capable de proposer de l'auto-enrôlement à ses équipes. Donc voilà, je te laisse changer de slide, s'il te plaît, Stéphanie. Magnifique. On a juste identifié rapidement, comme ça, pour donner une petite vision du sujet, mais évidemment, Artemis est beaucoup plus compétent que moi, en tout cas sur la question de comment on s'intègre dans différents environnements autour de 365. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous soyez sur un Active Directory on-premise, sur un modèle hybride ou en full Azure AD, ou que vous ayez un Azure MFA, la diversité des protocoles embarqués au sein de la clé va vous permettre de vous loguer de façon sécurisée dans cet environnement. La dernière brique est importante, et on refera un petit focus dessus. On a aussi évidemment toujours la capacité à s'embarquer très facilement sur le management existant des solutions type IAM ou SSO. Donc là, on a mis quelques logos Okta, Duo, Ping, juste pour l'exemple, mais aujourd'hui, en gros, la clé peut très bien être embarquée directement dans le monde Microsoft ou sinon autour des solutions qui existent déjà, qui permettent de manager l'identité au sein des entreprises. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est juste pour vous donner une petite vision, même si on sera ravi de vous faire des démos ou éventuellement de travailler sur des POC ou de refaire des sessions spécifiques avec chacun d'entre vous si vous avez plus de questions. Mais si tu peux lancer la vidéo rapidement, Stéphanie. Merci beaucoup. C'est juste pour vous montrer l'usage. Hein. Je ne sais pas, Tony, si tu veux rajouter 2 mots sur Okta, mais si la vidéo ne démarre pas, c'est pas grave, on va meubler. On va expliquer. En fait, le principe de la YubiKey, c'est de s'intégrer, c'est ce qu'a voulu Yubico. C'est une solution qui s'intègre à l'historique et à l'environnement existant du client. Donc, on va avoir différents types de situations et notamment des clients de plus en plus aujourd'hui pour protéger l'identité de l'utilisateur utilisent des solutions qu'on va appeler d'IAM, donc de gestion de l'identité. Donc, qui vont permettre en fait de maîtriser l'accès aux ressources de l'entreprise sur un profil connu avec tout un principe de contrôle lié à ce profil. L'avantage de la YubiKey, c'est comme ces plateformes donnent accès à l'ensemble des ressources de l'entreprise, en tout cas selon le profil, mais quelqu'un par exemple qui est VIP, financier, etc., va forcément accéder à des implications et des environnements critiques. Ces plateformes donnant l'ouverture sur l'ensemble de ces informations,
on va pouvoir renforcer l'accès à ces plateformes avec une YubiKey et notamment donc mettre en place ce qu'on appelle l'authentification forte. Donc aujourd'hui, on peut faire différents types d'authentification comme le SMS, l'OTP, etc. Mais c'est vrai que de plus en plus, les utilisateurs et les entreprises décident d'investir dans des objets simples à utiliser, qui ne soient pas trop perturbant entre guillemets pour l'utilisateur et qui limite les risques en termes de fonction. Donc par rapport par exemple à de l'indésynchronisation sur un code OTP, ça peut être très vite perturbant et bloquer l'utilisateur. L'avantage avec une YubiKey, c'est que ces problèmes-là n'existent pas, vous n'avez pas de problème de pile, etc. Et donc du coup, on va souvent doubler l'authentification dans des environnements de type IAM, donc de gestion d'identité, par l'accès à travers ce token qui est la YubiKey. On va pouvoir également mettre en place ce type de sécurité, notamment par exemple par rapport à des solutions comme ce qu'on appelle des privilege access management. Certains connaissent certainement des solutions comme Walix, CyberArk, Centrify, qui permettent en fait d'accéder à des environnements techniques, donc les serveurs de l'entreprise, les routeurs, etc. Et on va donc également pouvoir de la même façon sécuriser leurs accès, renforcer leurs accès avec une YubiKey. Voilà ce que résume la vidéo. L'autre point qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on démultiplie les devices, donc notamment les téléphones, etc. On peut se connecter de n'importe où, n'importe comment. L'avantage de la YubiKey, c'est qu'elle est reconnue comme un clavier ou une souris, et donc ne laissera pas de traces lorsqu'on va se connecter, ce qui fait qu'on peut se connecter d'un cybercafé, la récupération d'informations ne sera pas possible, et donc si hacker il y a, il ne pourra pas se connecter à votre place, même si vous êtes connecté sur un poste vérolé qui ferait, par exemple, de l'enregistrement de frappe. Voilà un petit peu ce qui concerne la partie IAM. Il y a un petit problème, je pense qu'on a peut-être perdu Stéphanie. Je pense qu'elle essaye de lancer la vidéo. C'est pas très grave. Est-ce que c'est bon? Il faut descendre de slide. Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on a l'écran, mais c'est un petit peu plus loin. Alors, on en était là. Ah ok, super, on en est là. Super. Juste, voilà, pour vous donner une petite vision, merci Tony pour les précisions sur Okta, les solutions IAM. De la même manière, et t'embête pas à lancer la vidéo, Stéphanie, à la limite, on pourra vous envoyer des liens ou des présentations plus précises par la suite. Mais l'idée, c'est que, évidemment, la période récente a été l'occasion, je pense, voilà, pour redire ce qu'on a vu en intro, mais évidemment, de déployer beaucoup de télétravail, donc probablement beaucoup de solutions VPN. Probablement que j'ai vu que Google serait organisé avec une certaine partie, une grosse proportion de ses équipes qui allaient être amenées à travailler de façon plus régulière en télétravail prochainement. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais évidemment, si vous connaissez le sujet aussi du flex office, voilà, on sait que c'est une tendance de fond qu'ont les entreprises à finalement proposer à leurs salariés de travailler de plus en plus régulièrement à distance. On est compatible aussi très facilement avec la plupart des solutions VPN du marché. À la limite, tu peux passer la slide directement après, Stéphanie, parce que je m'aperçois qu'elle résume bien le sujet. Merci beaucoup. En fait, on a à peu près 1000 partenaires technologiques qui sont validés, approuvés par Yubico, donc qui ont répondu à un certain process pour montrer la manière dont on était compatible. Pour autant, on en découvre tous les jours, donc cette slide n'est pas exhaustive. C'est juste pour vous donner une petite vision des différents scénarios en fait, dans lesquels on a une valeur ajoutée. On a voilà, quelques logos qui sont intéressants pour probablement la plupart d'entre vous. Donc que ça soit de l'ouverture de postes dans des mondes macOS, dans des mondes Windows, Linux, que ça soit la possibilité de renforcer l'authentification sur des outils de développement, que ça soit finalement rajouter une clé à une solution de password management ou d'IAM. On répond aussi au cas d'accès privilégié avec des Walix, CyberArk et compagnie. Et évidemment, la plupart des solutions cloud, comme je disais, donc du coup, qui ont plutôt eu tendance à carrément tout de suite rentrer sur des protocoles modernes type FIDO2 ou FIDO U2F. Donc l'intégrer, c'est vraiment de montrer que
au sein de toutes les entreprises, et là je pense qu'on peut vous interroger un par un à la suite, ou on peut en discuter pendant le Q&A, vous avez certainement une problématique à essayer de trouver une solution unique qui permet finalement de répondre à la variété des devices, des connectiques, des cas d'usage, finalement avec la complexité de l'architecture que vous pouvez avoir. Comment en fait embarquer une solution d'autant de forte qui permette de répondre à tous ces cas d'usage. Et une réponse est probablement Yubico. Derrière, évidemment, il y a une qualification et un accompagnement de notre partenaire Artemis pour identifier la meilleure manière de le faire. Mais voilà, c'était un petit peu pour résumer le sujet, vous donner une idée de l'exhaustivité finalement des cas d'usage auxquels on est capable de répondre. Tony, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Non, c'est bon, tu as fait le tour. On a fait le tour. On est bon sur le timing, je crois. Peut-être que du coup, on peut laisser la place du coup aux participants à poser des questions. Stéphane, Dilali. Oui, Non, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Stéphane Adam, Vitesco Technologies. On se pose la question d'utiliser des clés d'authentification pour gérer un second mot de passe, enfin un second compte pour les utilisateurs quand ils veulent être admin, un second compte et puis avec protégé par une clé. Et donc c'est pour ça que je suis là par intérêt. Et une petite question vraiment technique là. Donc il faut mettre le doigt pour confirmer la présence humaine. Donc il y a une reconnaissance du doigt. Donc ça veut dire que quand on reçoit la clé, on enregistre l'empreinte il y a un apprentissage de l'empreinte. Non, c'est pas de la biométrie, là, c'est juste un bouton d'actif. Non, c'est pas de la biométrie. Alors, je vous le dis, il y a une clé qui est prévue pour l'année prochaine qui fera de la biométrie. D'accord. Mais la clé, en l'occurrence, actuellement, c'est pas de la biométrie, c'est uniquement de la reconnaissance physique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez vous authentifier, il faut prouver qu'il y a quelqu'un derrière la machine, et ça, c'est plus par rapport à des attaques de type bot, d'accord, en appuyant sur ce bouton. Ce bouton, il va avoir plusieurs effets. Il va avoir soit l'effet de valider une présence, soit de notifier une information, d'accord, par rapport à l'authentification qui est mise en place. Je m'explique. Si vous êtes sur du FIDO, le principe de FIDO, c'est un échange de secrets entre un serveur et une clé, d'accord. Donc, ça veut dire que le serveur va poser une question. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une des solutions anti-phishing les plus abouties. Donc, le serveur pose une question et vous allez répondre à cette question avec la clé. Et donc, la clé, au moment où vous allez appuyer, va générer cette réponse. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est à double effet, non seulement par la présence, mais également par de l'informatif lié à différents types de protocoles. Ce qu'on a, Duo ou Microsoft. Comment ? J'ai pas... Excusez-moi. Alors, du coup, comme tout le monde a coupé son micro, si quelqu'un veut prendre la parole, je vois Harold Abou. N'hésitez pas, il faut activer votre micro, s'il vous plaît. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, je suis Harold Abou, nouvel recrue Artemis. Alors, je voulais savoir, pour ce qui est des clés, vous disiez tout à l'heure que l'utilisateur va posséder une clé d'authentification et une clé backup. Et au cas où un utilisateur perdait les deux clés, est-ce que ce serait possible de lui en fournir une dans le plus bref délai avec, on va dire, les identifiants des protocoles nécessaires pour son authentification? On a entendu de loin la question, mais de ce que je comprends, c'était si j'ai un utilisateur du coup qui a deux clés, dont la deuxième qui sert justement à faire du backup, s'il était amené à les perdre toutes les deux, comment est-ce qu'on gère en fait? Et là, c'est une question de process, et c'est là où Artemis a à mon avis, une meilleure expertise que même nous, Yubico, puisqu'ils connaissent bien votre architecture. Mais la question, c'est effectivement, est-ce qu'on programme l'envoi d'une clé à travers des services managés d'Artemis, par exemple, pour être capable de répondre très vite en vous réauthentifiant de façon forte avec une nouvelle clé? Est-ce qu'on peut être amené à dégrader l'authentification temporairement, puisque, je ne sais pas, votre DAF est à l'étranger et qu'il doit signer une opération très importante?
On peut envisager tous les cas de figure, mais alors là, ça devient du process. Et c'est ça. Hein. Oui, ça va dépendre en fait aussi de la solution dans laquelle vous faites l'authentification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des solutions qui vont vous permettre de manière automatique de faire de l'authentification dégradée. Je vous donne un exemple. Si on prend le cas d'un Okta, vous mettez en priorité une authentification par la YubiKey et vous notifiez qu'en cas d'oubli de la clé, on peut faire une authentification, par exemple, par un push mobile. C'est le cas aussi avec Microsoft Office 365. Quand vous mettez en place l'authentification sur Microsoft, notamment sur FIDO, lorsque l'utilisateur arrive sur son écran, on va lui dire de mettre la clé. Mais il va aussi avoir le moyen de s'authentifier avec un autre facteur à partir du moment où, dans la configuration, vous avez, vous également, notifié un autre facteur secondaire, par exemple, un code SMS par SMS, un push mobile. À partir de là, s'il demande, parce qu'il a perdu sa clé, parce qu'il a oublié de s'authentifier avec une autre méthode, c'est cette méthode qui prendra la main et donc il recevra un push mobile pour pouvoir se connecter à sa machine. D'accord, merci bien. Ça répond à ma question. Ouais, c'est une bonne question. On l'a régulièrement. Qu'est-ce que je fais si je perds ma deuxième clé? Et nous, Yubico, clairement, bon, on prend le cas de Google qui est probablement un peu extrême, mais la plupart de nos clients, pour leur population les plus critiques, que ce soit les admins, les VIP ou en tout cas le top management, prennent régulièrement à minima 2 clés et même des clés de stock, de spare, parce que évidemment, hein, si on perd des clés, c'est toujours gênant de réduire le niveau de sécurité autour de l'authentification. Justement. Merci beaucoup pour vos réponses. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Stéphane Globski, Société Prisma Media. Bonjour. Donc, Bonjour. nous, les administrateurs, forcément, ont un compte standard et un compte d'administration. Est-ce que la clé peut gérer les deux comptes ou est-ce qu'il faudrait, par exemple, 2 clés, une pour le compte standard et une pour le compte admin? Non, vous pouvez gérer 2 comptes. En fait, vous avez la possibilité soit de créer des slots spécifiques, et la clé est constituée de 2 slots spécifiques programmables. D'accord? Donc, à partir de là, vous pouvez définir un slot pour le compte principal ou compte admin et un slot pour le compte utilisateur, par exemple, si c'est la manière dont vous travaillez aujourd'hui. Ou tout simplement, encore une fois, selon la solution sur laquelle vous vous authentifiez, s'il y a une solution, exemple une solution comme Wallix ou CyberArk, à partir de là, c'est avec la solution qu'on va communiquer par rapport au compte, s'il est admin ou utilisateur, et à partir de là, faire l'authentification. Mais une clé suffit pour gérer ces différentes authentifications. Vous pouvez même aller plus loin avec une seule et même clé. C'est-à-dire que votre utilisateur, en l'occurrence, il a le côté IT où il va se connecter à l'admin, mais il a le côté bureautique, par exemple, où il va se connecter. C'est un exemple que je vous donne, mais imaginons que vous avez d'un côté du Wallix pour tout ce qui est IT et de l'autre côté un Ping ou un Okta pour tout ce qui est gestion aux accès bureautiques. D'accord ? On pourrait très bien imaginer qu'avec la même clé, il se connecte d'un côté et de l'autre, d'accord ? Sans avoir plusieurs clés. Et on peut même aller sur beaucoup plus d'applications. Aujourd'hui, ce n'est pas un Français ni un Européen, c'est un Américain, mais il a la personne qui a le plus, en tout cas reconnu, d'environnement en connexion sur une YubiKey, c'est 16. Donc voilà, ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça a servi cette approche à certains clients où justement, on parlait tout à l'heure, le fait d'accepter une solution. C'est souvent compliqué dans certaines entreprises de changer de méthode de solution d'authentification, par exemple. Et on a utilisé le fait que cette clé pouvait transporter plusieurs authentifications pour dire aux utilisateurs, mais en plus, vous pouvez sécuriser, en plus des accès entreprises, vos comptes privés. Donc votre Facebook, votre Google ou votre Outlook Mail, si vous utilisez, vous pouvez utiliser cette même clé pour sécuriser ces comptes, ce qui vous permet de vous sécuriser aussi à titre personnel. Et c'est comme ça qu'on a pu faire adopter la clé par ce client. Oui, Très bien, merci. Merci beaucoup. Ça répond à votre question? Parfaitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Allez-y, Oui. bonjour.
David Boutier de R+ Santé. J'ai 2 questions en réalité. La première, est-ce que les clés ont un système de verrouillage? Et donc, si oui, comment on la déverrouille? Donc, ce qui impliquerait un système de détection d'utilisation frauduleuse, je ne sais pas moi, des tentatives physiques d'activation de la clé toutes les 2 secondes ou des choses comme ça. Et la deuxième question, c'est juste pour être certain d'avoir bien compris le rôle de cette clé. Elle ne va pas protéger les utilisateurs. Évidemment, avec le Covid, on en a eu beaucoup qui ont été amenés à être en télétravail. Donc, qui travaillent des fois sur leur ordinateur personnel. Et dans ce cas-là, si leur ordinateur personnel est infecté d'un ransomware, et que par malheur, ils travaillent sur le OneDrive de l'entreprise et que du coup, le ransomware va attaquer les fichiers de l'entreprise, est-ce que vous me confirmez que cette clé Enfin voilà, c'est pas le but de cette clé de protéger de ce type d'attaque, hein. On est bien sur Alors, voilà, les 2 questions. Donc, pour votre première question, au niveau remettez-moi parce que je suis resté bloqué sur la deuxième en fait. La première question, c'était est-ce qu'il y a un système de verrouillage de la clé de détection d'utilisation frauduleuse? Alors, la première chose, il faut savoir que cette clé, par exemple, quand vous mettez en place du FIDO et ce qu'on appelle de l'unless password, donc l'utilisation sans mot de passe, vous allez pouvoir générer un code PIN, d'accord? L'utilisateur va pouvoir rentrer un code PIN. Vous pouvez définir avec l'outil de préprogrammation de la clé qui est gratuit, d'accord, la longueur de ce code PIN, par exemple, qui peut être de 6, de 8 et c'est jusqu'à 32 digits. Bon, après, ça fait trop long. Le principe, c'est aussi de simplifier la vie de l'utilisateur. Mais déjà, le premier plan, c'est l'utilisation d'un code PIN. Deuxièmement, selon les environnements dans lesquels on travaille, la clé peut être associée à un mot de passe existant. Donc, c'est-à-dire que votre utilisateur utilise son login, son password et la clé. Donc, il faut au moins connaître le password pour pouvoir se connecter, même en utilisant la clé. Le troisième point, et qui est à la limite le plus important, c'est que le produit a été fait justement pour être le plus haut niveau de sécurité possible en termes d'utilisation journalière. Et le principe de la clé, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être considéré comme un clavier ou une souris. Ça va permettre 2 choses. La première, c'est que ça va permettre de contourner notamment les problématiques lorsque vous utilisez par exemple les anti-lecteurs de masse en USB. Donc tout ce qui est BitLocker, etc. On va contourner ce problème puisqu'on n'est pas reconnu comme tel. La deuxième chose, c'est que la clé est illisible. C'est-à-dire que au meilleur des cas, si quelqu'un trouve la clé, il va savoir que cette clé utilise une certification, mais il ne saura pas pour quelle entreprise, quel utilisateur. En fait, il n'accédera à rien du tout, à part le fait qu'un slot est utilisé pour faire de l'authentification. Éventuellement, il saura que ce slot utilise du FIDO, de l'OTP, mais il n'aura aucune information, puisqu'elle est justement, c'est ce que nous, on appelle dans le jargon Ubico, le marquage dans le silicone. Donc, cette information est illisible. Donc, ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que même si demain, je perds ma clé, quelqu'un la trouve, il ne saura pas à qui elle appartient, pour quelle entreprise. Éventuellement, on a des clients aujourd'hui qui graffent leur logo, donc il pourra peut-être savoir pour quelle entreprise. Comme c'est des entreprises qui font plusieurs dizaines de milliers de personnes, forcément, avant de trouver la bonne personne, ça va être compliqué. Et même s'il arrive à lire la clé, si elle est protégée par exemple par un code PIN, mais disons que ce n'est pas le cas, il pourra juste savoir que cette clé est utilisée pour faire une authentification de type FIDO, de type OTP. Voilà. Bien. Donc, est-ce que ça, déjà, ça répond à votre première question? Oui, tout à fait. Donc, voilà. Oui, c'est une boîte noire et on ne peut pas savoir exactement. ce qu'elle fait, pas les destiner. Okay. Pour la deuxième question, donc, qui concernait le fait de protéger, par exemple, contre des attaques de type crypto. Alors, ça dépend comment on approche le sujet. C'est-à-dire que si on part du principe que votre compte a un risque d'être usurpé pour aller être donc un ransomware bien fait qui récupérait des informations pour se connecter et ensuite aller crypter l'ensemble de votre plateforme cloud de stockage de data, d'accord? À partir de là, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas l'authentification avec la clé, donc il ne pourra pas se connecter à votre stockage cloud. Par contre, si c'est le fait de dire le stockage est ouvert, le virus à ce moment-là va crypter les datas, on n'est pas là pour
protégés de ce type d'attaque, malheureusement. Donc, c'est vraiment pas notre rôle d'aller protéger les data. Là où on peut avoir un intérêt, c'est si vous avez déjà, si vous appliquez déjà du cryptage, d'accord, donc que vous cryptez déjà vos data avec des solutions de type Premix, par exemple, pour ceux qui connaissent, on va avoir la capacité de faire la désencryption et l'encryption avec la clé. C'est-à-dire que seul un utilisateur possédant sa clé va pouvoir lire les datas qui sont cryptées. Donc, ça peut, quelque part, avoir un intérêt, mais par contre, on n'est pas là, encore une fois, pour protéger contre des attaques de type crypto avec des ransomware. Ok, très bien, merci. De rien. Peut-être une toute petite précision, si je peux me permettre, hein, évidemment, je pense que Tony, tu as très bien répondu à la première question. Selon les environnements, il y a un code PIN, au bout d'un certain nombre de tentatives qui sont erronées, ça va bloquer la clé. C'est juste un tout petit complément. Et typiquement, chez Yubico, nous, on a des process. Hein, si je suis amené à perdre ma clé ou mon ordinateur, on pourrait imaginer hein, que là, ça soit un numéro spécial chez Artemis, mais je préviens du coup mon organisation que ma clé a été volée, donc elle est tout de suite révoquée. Ce qui veut dire que voilà, on se met à l'abri de toute tentative d'usurpation ou de prise de contrôle ou autre. Bon, c'est un tout petit complément. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Et ben, du coup, je vous propose d'en rester là. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous adressera aux uns et aux autres la présentation qu'on a déroulée aujourd'hui. Et puis, surtout, que ce soit moi, Tony ou Fabrice, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et venir, si vous le souhaitez, discuter de vos éventuels projets et peut-être vous éclairer. Voilà pour ma part. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, là, du coup, Artemis, la balle est dans ton camp, hein, Hassen, ou les différents commerciaux des équipes, mais on sera tout à fait ravis de pouvoir prendre le temps de peut-être vous refaire un point dédié justement sur les différentes questions ou sur les use cases que vous pourriez avoir à adresser. On serait ravis de pouvoir vous accompagner dans la compréhension de comment étudier la mise en place de la clé dans votre environnement. Ok. Génial. Je crois que on a été clair sur les gens sont devenus timides. C'est l'heure de manger. Mais ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. On a tenu le créneau. Il est 11h59. Donc, merci de vous être rendus disponibles. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.